L'humanité en général est capricieuse, hypocrite et avide. Cet homme a été qualifié de diable, et son nom a été associé au mal, à la tromperie et à la cruauté. Ses œuvres ont été brûlées, interdites et censurées, car jugées trop dangereuses à lire. Il est aussi l'un des penseurs les plus mal compris de l'histoire. Voici Niccolò Machiavelli, et aujourd'hui, nous allons examiner ses recommandations controversées pour les dirigeants. Nous découvrirons comment, parfois, être une bonne personne et être un bon leader sont tout simplement incompatibles. À divers moments de cette vidéo, vous pourriez vous sentir offensé ou indigné par ces suggestions, et c'est tout à fait normal. Cependant, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car, malgré ce qu'on vous a dit, Machiavel n'est pas une incarnation de l'Antéchrist, mais un philosophe et homme politique profondément complexe qui a beaucoup à nous apprendre sur la nature du pouvoir, du gouvernement, et sur les moments où la morale peut causer bien plus de dégâts que de bien. Mais pourquoi devrions-nous écouter ce type? Et qui est-il vraiment? Ce sont d'excellentes questions, alors jetons un bref coup d'œil à ce qui a fait de Machiavel un nom connu dans la philosophie politique et aux expériences qui ont façonné ses idées. Si vous vous souciez de l'impact de la politique et du pouvoir sur votre fil d'actualité, je vous recommande le généreux sponsor d'aujourd'hui, Ground News. Ground News est un site web et une application qui rassemble des articles liés provenant de milliers de sources dans le monde entier en un seul endroit, vous permettant de comparer comment différentes publications couvrent la même histoire. Chaque article est accompagné d'une analyse claire du biais politique, de la véracité, de la propriété et des titres des sources de reportage, avec des évaluations appuyées par des organisations indépendantes de surveillance des médias. Ground News offre très généreusement à toute personne utilisant mon lien ou scannant mon code QR 40 de réduction sur leur plan Vantage en tant qu'offre spéciale. Donc je vous encourage vivement à en profiter. Par exemple, voyons comment les médias de gauche et de droite ont divergé dans leurs récents rapports indiquant que l'économie américaine a connu une croissance annuelle de 2,3 au dernier trimestre de 2024, alors que la droite se montrait enthousiaste, soulignant une forte hausse des dépenses des consommateurs. Les médias de gauche étaient beaucoup plus prudents, suggérant que la croissance devrait ralentir au premier trimestre 2025. J'apprécie particulièrement le fil Angle mort, qui met en lumière les histoires couvertes de manière disproportionnée par la gauche ou la droite. Ce fil aide les lecteurs à entrer dans la réalité de l'information de l'autre côté et à comprendre les différentes narrations qui peuvent façonner leurs croyances, comme les sources d'information de gauche qui passent sous silence les accusations selon lesquelles le maire de Chicago a mal géré des dons, ou les sources de droite qui ne couvrent pas les conséquences du gel temporaire d'un important montant de dépenses publiques par Trump. Je n'ai pas beaucoup de temps pour suivre les nouvelles, et certainement pas pour examiner chaque article que je lis à la recherche de biais. Donc, Ground News est fantastique pour me donner une idée des différences de couverture, des différentes histoires. De cette manière, je peux obtenir une variété de points de vue au lieu de rester coincé dans ma chambre d'écho. Ground News offre très gentiment à mes spectateurs une réduction de 40 sur leur plan d'accès illimité Vantage, donc je vous encourage à y jeter un œil. Je pense que Ground News fait un travail très important et je suis très heureux de les avoir comme sponsor. Bref, revenons à la vidéo. 1. Machiavel, une vie politique. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, né en 1469 à Florence, en Italie, était un homme aux multiples talents. Il a été à différents moments dramaturge, diplomate, historien et amateur du monde antique. Il est également l'un des penseurs politiques les plus influents de tous les temps. Étant donné une vie aussi riche, je ne peux pas la couvrir entièrement ici, donc je vais vous proposer une biographie succincte en lien avec les œuvres que nous allons examiner aujourd'hui. La famille Machiavelli était ancienne, originaire de Joly, juste à l'extérieur de Florence. Les parents de Machiavelli n'étaient pas extraordinairement riches et ont traversé des périodes de sérieux problèmes financiers. Néanmoins, son père Bernardo était un lecteur passionné, affichant un intérêt particulier pour les œuvres grecques et romaines anciennes, comme celles de Cicéron et d'Aristote, un trait qu'il transmettra à son fils. Il insistait pour fournir à Niccolò une éducation intensive, l'instruisant en latin et en classique, comme il convenait à un gentleman italien.
Niccolò a lu l'historien romain ancien Tite Live dans sa jeunesse, et les discours de Machiavelli sur Tite Live deviendront plus tard l'une de ses œuvres majeures. Pendant son éducation, Niccolò a également été confronté aux aspects beaucoup plus durs de la nature humaine, car l'un de ses enseignants, Paolo Sassi, a abusé du jeune Niccolò ainsi que de nombreux autres élèves. En raison de manigances politiques très complexes, impliquant un prêtre qui prit brièvement le contrôle de Florence avant d'être exécuté, Machiavel fut nommé second chancelier du Conseil de la guerre et de la diplomatie en 1498. C'était une opportunité majeure qui le propulsa à une position éminente au sein de l'État florentin. Au cours des années suivantes, il reçut une formation approfondie sur les questions gouvernementales. Il supervisa des opérations militaires, s'impliqua étroitement dans la bureaucratie d'État et servit même comme diplomate auprès du royaume de France. Cette expérience pratique du pouvoir influença une grande partie de ses travaux ultérieurs. Il fut témoin de périodes de chaos politique, de succès militaires et des meilleures comme des pires relations entre conseillers gouvernementaux. C'est aussi à cette époque qu'il forma sa célèbre opinion. Il faut soit écraser complètement ses ennemis pour s'assurer qu'ils ne se relèvent jamais pour vous déranger à nouveau, soit les inviter à se joindre à vous et en faire vos alliés. Cependant, il ne faut jamais choisir la voie moyenne qui leur permettrait de rester une menace. Pendant son passage au gouvernement, il observa à quel point la brutalité en politique pouvait parfois vraiment porter ses fruits. Il suivit la carrière militaire et politique de César Borgia, qui accumulait les victoires et semblait destiné à devenir le César de l'Italie de la Renaissance. L'un des premiers travaux politiques de Machiavel traite directement de Borgia et de son succès lors de une de ses campagnes. Mais il assista aussi à la chute de Borgia, en partie due à ses propres défauts de caractère. Les observations sur Borgia sont considérées comme ayant fortement influencé son œuvre la plus célèbre, Le Prince, qui donnait des conseils aux souverains absolus sur la manière de gouverner leurs États et maintenir leur pouvoir. C'est également au service de la République florentine qu'il en vint à aimer et admirer la gouvernance républicaine. Cette passion l'accompagna tout au long de sa vie, et il servit fidèlement sa République. Son profond respect pour le républicanisme inspira les discours sur Tite Live, que je considère comme son meilleur ouvrage. C'était une analyse de la manière dont les républiques naissent, s'effondrent et maintiennent leur influence, ainsi que des nombreux avantages qu'elles présentent par rapport à des États plus autoritaires. Il s'inspirait de l'histoire de Rome, ainsi que de nombreuses autres nations, pour démontrer comment les républiques pouvaient véritablement se défendre face aux puissants royaumes d'Europe, si elles étaient organisées correctement et dirigées par des leaders compétents. Ce travail allait plus tard influencer des philosophes des Lumières comme Rousseau. Ce faisant, il contribua à l'essor réel des républiques européennes et a, pourrait-on dire, façonné le fonctionnement de nombreux gouvernements occidentaux aujourd'hui, bien que de manière assez indirecte. Il fut l'un des premiers penseurs de l'Europe moderne à défendre les républiques non seulement sur une base morale, mais aussi parce qu'elles ont le potentiel de fonctionner beaucoup plus efficacement qu'un État autocratique. Cependant, ce succès n'était pas destiné à durer. Les anciens dirigeants de Florence, la famille Médicis, réussirent à reprendre le contrôle de la ville entre 1512 et 1513, marquant ainsi la fin de la République et la fin de la carrière politique de Machiavel. Il fut capturé, torturé et exilé de la ville, et c'est en exil qu'il écrivit ses œuvres les plus célèbres, notamment Le Prince, les discours et l'art de la guerre. Une étude approfondie sur la manière de gagner des guerres ou d'autres conflits armés. Il se lamentait ouvertement de son sort, détestant de ne plus pouvoir participer à sa chère Florence, ainsi que le fait qu'elle soit passée d'une république pleine d'espoir à une principauté une nouvelle fois. Néanmoins, il espérait aussi retrouver un chemin vers la politique, et c'est pourquoi il écrivit Le Prince, adressé directement au nouveau souverain, Laurent. Il le dédia pour s'attirer les faveurs de ce régime. Cependant, il fallut de nombreuses années avant qu'il ne trouve une quelconque opportunité. Finalement, vers 1520, les Médicis lui confièrent la rédaction d'une histoire de Florence, qu'il acheva en quelques années. On y voit le caractère pragmatique de Machiavel. D'une part, il n'était pas fan du règne des Médicis, mais d'autre part, il devait les présenter sous un jour assez favorable s'il voulait un jour retrouver les faveurs de sa ville natale. Ses conseils furent également parfois sollicités par des membres de la famille Médicis durant cette période, en raison de son expertise reconnue
en matière de gouvernement. Admirablement, il restait souvent fidèle à ses principes lors de ces échanges et recommandait simplement de rétablir l'ancienne République. Ses efforts pour s'attirer les bonnes grâces des Médicis portèrent un peu leurs fruits et, en 1526, il obtint un poste officiel à Florence, supervisant certaines défenses de la ville. Cependant, cette situation fut de courte durée. Les Médicis furent de nouveau renversés, et puisqu'il avait trouvé quelques ouvertures avec eux, Machiavel fut exclu de tout poste dans la Nouvelle République. Malheureusement, il mourut le mois suivant. Cette Nouvelle République florentine n'a pas non plus duré longtemps, et le Saint-Empereur romain Charles Ier rétablira les Médicis au pouvoir quelques années plus tard. Machiavel a mené une existence incroyablement variée. Il a connu les hauts et les bas du pouvoir politique et a touché à tous les aspects du gouvernement, des affaires étrangères aux affaires intérieures, en passant par la stratégie militaire. Pourtant, il est également mort avec ses principales ambitions d'une puissante république florentine et d'une Italie unifiée loin d'être réalisée. Les circonstances des écrits de Machiavel posent une difficulté importante lors de leur étude. À l'exception des discours sur Tite-Live, ses œuvres majeures avaient tendance à être motivées par des objectifs très divers, ce qui complique l'évaluation dans quelle mesure elle reflète ses opinions personnelles. Le Prince était en partie une tentative de réintégrer la vie politique florentine sous les Médicis, tandis que l'histoire de Florence a été directement commandée par cette même famille. Bien qu'il soit clair que Machiavel cherche à rester intellectuellement honnête, il s'agit aussi principalement d'un ouvrage historique moins argumentatif que Le Prince ou les discours. L'art de la guerre est également beaucoup plus concentré sur les détails de la planification militaire que ses autres œuvres, et il contient beaucoup moins d'idées générales sur la politique. Ainsi, en comparant les différentes sources utilisées dans cette vidéo, je considérerais ce que Machiavel expose dans les discours comme ayant plus de poids que ses autres œuvres. Je m'appuierai également largement sur Le Prince, surtout lorsque cela est cohérent avec les conseils qu'il donne par ailleurs. J'utiliserai l'histoire de Florence et l'art de la guerre de manière plus parcimonieuse, simplement parce qu'ils sont moins explicitement liés à ses vues philosophiques. Je tenais à commencer cette partie sur la vie de Machiavel, car je pense qu'elle illustre deux points très importants. Premièrement, Machiavel n'est pas un théoricien de bureau. Ses idées reposent sur ses nombreuses années d'expérience au gouvernement, ainsi que sur son étude approfondie d'autres théoriciens politiques et des histoires d'État comme Rome-Sparte, la France et bien sûr sa ville natale, Florence. Deuxièmement, sa vie contextualise plusieurs aspects de son pragmatisme, souvent brutal. Ayant été témoin de son vivant des soulèvements des chutes, des conquêtes et des libérations de cités-États, y compris la sienne, cela colore compréhensiblement sa vision du monde. Machiavel ne se contente pas de nous offrir une simple théorie politique, mais une théorie façonnée par des circonstances extrêmes et désespérées. Dans une telle situation brutale, il pensait vraiment qu'on ne pouvait pas ignorer ce qui fonctionne et qu'on ne pouvait pas discuter des résultats. C'est une philosophie à enjeux élevés, le meilleur type de philosophie. Maintenant que tout cela est dit, je souhaite commencer par les vues de Machiavel sur la nature humaine, car je pense qu'elles forment la base de beaucoup de sa pensée et qu'elles sont particulièrement pratiques pour nous, étant donné que nous aussi, nous sommes inévitablement humains. À propos de la nature humaine, une histoire en deux parties, depuis l'aube de la civilisation, nous nous posons la question: à quoi ressemblent les humains? À première vue, c'est une question merveilleusement étrange, car nous avons tous une expérience directe de ce que c'est d'être humain. Alors, ne le saurions-nous pas déjà? Bien sûr, le cadre implicite de cette question est généralement: à quoi ressemblent les autres? Ou comment puis-je m'attendre à ce que l'être humain moyen se comporte, surtout à mon égard? Des questions comme celle-ci ont été compréhensiblement critiquées pour réduire ce que signifie être une personne. Il y a tellement de richesse et de variété entre les individus qu'élaborer une théorie complète sur ce que chacun est semble extrêmement ambitieux. Ces critiques se sont intensifiées ces dernières années, alors que des études psychologiques majeures échouent à être reproduites. Compte tenu de la période dans laquelle il a vécu, Machiavel avait une idée incroyablement nuancée de la nature humaine et de la motivation humaine, qui équilibre les besoins d'un chef politique tout en reconnaissant à quel point les gens peuvent être extraordinairement différents. D'une part, Machiavel évite de créer une vision unifiée et universelle de la nature humaine.
Cela se voit aussi bien au niveau individuel qu'entre les sociétés. Dans Le Prince et les discours sur Tite-Live, il évoque les tempéraments très différents entre les dirigeants. Par exemple, il distingue les chefs guerriers, comme Romulus, le fondateur de Rome, et les leaders plus habiles sur le plan administratif, comme son successeur Numa. Plutôt que de se consacrer à l'habileté martiale ou à l'expansion territoriale, Numa s'est concentré sur la consolidation des affaires internes. Il a établi la religion d'État romaine et a instruit la population de manière essentielle. Machiavel note également d'importantes différences entre les peuples et leur culture. Par exemple, il parle très favorablement de la culture romaine antique des débuts, car il la considérait comme un moyen d'inculquer des vertus à sa population. En général, il pensait que l'homme moyen, à l'époque romaine ancienne, entre le début et le milieu, était raisonnablement courageux, possédait un bon sens du devoir civique et était prêt à sacrifier une part de son intérêt personnel pour le bien de la communauté. En revanche, il se montrait beaucoup plus cynique envers les habitants de l'Europe occidentale de son époque, qu'il jugeait essentiellement égoïstes et peu sages. Bien sûr, cela peut simplement être l'avantage de la distance. Il n'a jamais eu à observer de véritables Romains antiques se comporter de manière mesquine, vaniteuse ou égoïste. Il est donc plus facile de les idéaliser, mais sa perspective plus générale reste valable. Il existe d'énormes différences entre les peuples, et il n'est donc pas possible de définir de façon absolue ce qu'est l'humanité. Fait intéressant, il est aussi clair que les personnes plus vertueuses ne résultent pas d'un quelconque avantage inné, mais plutôt de l'éducation que leur prodigue l'État. Cela peut parfois être une éducation formelle, mais le plus souvent, ce sont simplement les valeurs promues par leur culture. Il ne conçoit pas le début de Rome comme un État parfait peuplé de surhommes. En fait, il met en garde contre cette idée. Au contraire, il pense qu'ils étaient des produits de leur environnement et que, si un dirigeant d'aujourd'hui voulait reproduire le succès de Rome, il devrait consacrer un immense effort à éduquer sa population, non seulement sur des faits matériels, aussi sur des vertus. Jusqu'à présent, vous avez sûrement remarqué qu'il y a étonnamment peu de traces de notre image classique de Machiavel. L'idée que les gens peuvent réellement devenir plus vertueux ne correspond pas à la perception populaire de ce penseur florentin, perçu comme habilement trompeur et brutalement égoïste. Une grande partie de cette image est simplement due au fait que le Machiavel présent dans la culture populaire est une caricature extrême de ce qu'il pensait réellement. Mais il est également intéressant de souligner que les idées plus optimistes de Machiavel sur la nature humaine et son potentiel contrastent assez fortement avec sa vision de la manière dont tout stratège politique, dans la réalité, devrait considérer les gens au quotidien. Au début des discours, Machiavel déplore une propension humaine essentielle qui nuit à presque chaque leader, notre ambition. Selon Machiavel, presque tout le monde désire plus que ce qu'il a, et si cela n'est pas contrôlé, cela. L'ambition personnelle entraînera la ruine de tout État, quel que soit son niveau de prospérité initiale ou les faveurs de la fortune. Il n'est pas le seul à faire cette observation. Arthur Schopenhauer parlait de notre désir insatiable, car dès que nous atteignons un but, un autre surgit pour le remplacer. En réalité, la toute première histoire du livre de la Genèse concerne des humains assoiffés de ce qu'ils n'ont pas, et la mythologie gréco-romaine regorge d'histoires mettant en garde contre une ambition excessive. La force destructrice de l'avidité humaine est bien connue, mais Machiavel examine en détail comment cela devrait influencer la gestion d'un État. Bien qu'il reconnaisse que les individus peuvent devenir plus vertueux, ce qui peut à lui seul limiter l'ambition, Machiavel conseille aussi de concevoir l'État comme si presque tous les hommes étaient inévitablement avides, cupides et assoiffés de pouvoir. La raison est assez simple. Même si l'éducation peut influencer le caractère et le comportement, il existera toujours des personnes pour qui cela ne fonctionne tout simplement pas. Il y aura toujours des citoyens prêts à tout pour atteindre la gloire personnelle, quel qu'en soit le prix. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. De grands chefs, soldats et gouverneurs sont souvent des personnes ambitieuses. Bien que Machiavel pense que les meilleurs d'entre eux reconnaissent aussi les limites de leur propre ambition, sans contrainte appropriée, même quelques individus motivés peuvent faire chuter toute une société. C'est l'une des raisons pour lesquelles les républiques peuvent sombrer dans la tyrannie. Par exemple, il considérait que l'ambition démesurée de Jules César avait conduit à la chute de la République romaine,
et, par conséquent, à la transformation d'une société libre en une société non libre. Ainsi, Machiavel estime qu'un dirigeant doit se comporter comme si ses citoyens possédaient peu ou pas de freins naturels à leur ambition. Cela entraînera parfois des comportements qui paraissent injustes ou déséquilibrés. Par exemple, un commandant militaire extrêmement talentueux peut être affecté à un poste relativement obscur, afin d'empêcher toute possibilité qu'il s'empare du pouvoir par un coup d'État militaire. Bien sûr, cela signifie qu'il arrivera que parfois, un général très compétent, qui n'a réellement pas l'intention de devenir dictateur, soit maltraité. Mais Machiavel considère que c'est le moindre de deux maux. Lorsque les enjeux sont si élevés, il vaut mieux infliger une petite injustice à une partie innocente que de laisser un coupable écraser toute une nation. Gardez cette idée du moindre mal en tête, car elle deviendra un thème récurrent dans la vidéo. Je voulais commencer ici avec cette perspective apparemment provocatrice sur la nature humaine, car je pense qu'elle illustre bien une tendance générale dans l'écriture de Machiavel. Il peut parfois être utile de voir Machiavel comme oscillant entre deux modes, presque comme s'il faisait des observations sur deux mondes distincts. D'un côté, il y a la réalité telle qu'elle est, avec toute sa complexité désordonnée. À certains moments de son œuvre, il met en avant cette complexité, expliquant qu'un dirigeant compétent doit parfois ignorer ses propres règles s'il a une raison contextuelle suffisamment forte de le faire. Mais il existe aussi le monde de l'action politique, où le temps manque souvent pour faire ces distinctions compliquées et où des décisions doivent être prises rapidement. C'est ici que ces règles générales et ces conseils prennent tout leur sens. Bien que Machiavel reconnaisse que tout le monde n'a pas une ambition illimitée, puisqu'il fait spécifiquement l'éloge des dirigeants qui parviennent à la tempérer, il pense qu'on progresse beaucoup plus en considérant les gens comme s'ils avaient une ambition sans bornes, plutôt que l'inverse. Je crois que cette distinction est souvent implicite dans ses écrits. D'un côté, il y a le monde, puis il y a autre chose. Appelons-le la réalité politique. C'est l'ensemble des hypothèses pratiques et des axiomes qu'un dirigeant compétent doit souvent considérer comme acquis pour optimiser ses chances de survie et de succès. C'est un peu comme la façon dont de nombreux ingénieurs considèrent pi égale à 3 dans une grande partie de leur travail, car la différence entre 3, 3,14 et 3,14, 1,59, 2,6535 est simplement sans importance pour ce qu'ils conçoivent. Parfois, quand Machiavel semble trop pessimiste à l'égard du monde ou de l'humanité, il s'adresse à ce niveau de la réalité politique. Par exemple, comme nous allons le voir, bien qu'il préfère les républiques aux principautés, il n'hésite pas sur la manière dont un prince doit se comporter s'il veut réussir et protéger son État. Même s'il estime qu'un peuple peut progresser grâce à l'éducation, il reste préférable, lorsqu'on élabore des lois et rédige des constitutions, de supposer le pire. Pour chaque Cincinnatus, qui a renoncé à ses pouvoirs absolus d'urgence, dès qu'il a résolu la crise qui se présentait à lui, il y a un César qui a été trop désireux de devenir dictateur à vie lorsque l'occasion s'est présentée. Mais ce n'est que le début. Bien que je pense que la vision de Machiavel sur le comportement humain forme la base du reste de sa philosophie, le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Nulle part cela n'est plus évident que dans sa façon de concevoir la vertu. Un homme vertueux est souvent un dirigeant incompétent. Que diriez-vous qui fait une bonne personne? Bien sûr, cette question a intrigué les philosophes pendant des milliers d'années, mais les gens ont tendance à se concentrer sur quelques qualités clés. Nous pensons généralement qu'une bonne personne est gentille, généreuse, compatissante, honnête et intègre. Elle n'est pas hypocrite. Elle tient toujours sa parole et son cœur est chaleureux. Si les gens pensaient qu'une telle personne se présentait à des élections politiques, ils voteraient probablement pour elle. Cependant, Machiavel est beaucoup plus sceptique dans sa vision. Ce qui fait de quelqu'un une bonne personne peut aussi en faire un souverain absolument calamiteux. Et je pense qu'il est important d'aborder ce point, car cela rend le reste de sa philosophie bien plus compréhensible. Comme le souligne Erika Benner dans son livre « L'éthique de Machiavel », il est trop rapide de qualifier Machiavel de manœuvrier politique amoral, dépourvu de tout respect pour le bien commun ou pour les notions de vertu ou de moralité. Dans une grande partie de ses écrits, il critique largement les actes qu'il considère comme nuisibles aux habitants d'une ville et fait l'éloge de ceux qui les favorisent.
S'il était seulement préoccupé par l'intérêt personnel des dirigeants, cela ne tiendrait tout simplement pas debout. Par exemple, dans son histoire de Florence, il est très critique envers Kimideschi pour s'être enrichi et avoir accru son propre pouvoir au détriment de la stabilité de la ville et pour avoir créé des divisions partisanes bien plus extrêmes qu'avant son ascension. Ce choix d'action était indéniablement bon pour Kimi, mais mauvais pour Florence. À mon avis, Machiavel n'est pas un fataliste simpliste, et ce n'est que mon opinion. Le système éthique de Machiavel repose finalement sur les conséquences subies par les citoyens d'un État, et un dirigeant a un devoir envers ses citoyens. Un bon dirigeant n'est pas celui qui profite à lui-même, mais celui qui profite à son peuple. Même dans son ouvrage le plus stéréotypiquement machiavélien, Le Prince, il reste fidèle à ce raisonnement, tout en suggérant qu'il est dans le meilleur intérêt du prince de bénéficier à son peuple. Par exemple, dans un passage, il dit ceci: « L'homme qui devient roi contre la volonté de la majorité et avec le soutien des nobles riches doit faire de la conquête des cœurs du peuple commun sa priorité absolue. Cela sera facile s'il les prend sous sa protection. » Dans les discours, il fait des déclarations très similaires où il loue les républiques pour préserver la liberté de leurs citoyens, affirmant que les désirs des gens ordinaires sont de loin plus nobles que ceux des princes ou des rois, car ils ont tendance à vouloir leur propre liberté plutôt qu'à dominer les autres. En toile de fond, il y a l'idée implicite que le bien des gens dans une cité-État est le but ultime. Mais alors, pourquoi Machiavelli a-t-il cette réputation d'excuser les tyrans et de louer les dictateurs? Eh bien, c'est en partie parce qu'il pense qu'un bon dirigeant et une bonne personne nécessitent des compétences très différentes, et qu'ignorer cela est une erreur. Par exemple, dans Le Prince, il conseille qu'un prince en herbe doit parfois être extrêmement cruel, afin de maintenir sa position et être un dirigeant habile et ordonné. Cela va à l'encontre d'un principe fondamental de notre morale intuitive, à savoir que la compassion et la bonté sont des valeurs en soi. Mais Machiavelli n'est pas d'accord. Cela peut être vrai pour un simple citoyen, mais un dirigeant ne doit pas seulement se préoccuper de lui-même. Il a un devoir de soin envers son peuple. Dans un passage infâme de Le Prince, intitulé « Cruauté et compassion », sur la question de savoir s'il vaut mieux être aimé ou craint, Machiavelli dit ceci: « Un dirigeant ne doit pas s'inquiéter d'être qualifié de cruel quand il s'agit de garder ses sujets loyaux et unis. Il sera plus compatissant que le leader dont l'excès de compassion conduit au désordre public. » Il décrit ensuite comment cette compassion excessive peut facilement se transformer en une incapacité à maintenir l'ordre et l'unité publique. C'est un désastre pour une cité-État, car cela conduira à un affaiblissement progressif, et finalement, elle sera probablement conquise par un autre État. Ainsi, ce qui semble être la bonne chose à faire a des conséquences désastreuses, tandis que ce qui paraît mauvais sert en réalité le peuple. Comme l'a souligné John Wycliffe, Machiavel utilise le mot « virtu » tantôt pour désigner le bien moral évident, tantôt pour parler de l'habileté à gouverner ou au combat. Être un dirigeant vertueux pour Machiavel signifie souvent être habile, en privilégiant le bien des citoyens de l'État avant toute considération pour sa propre conscience. Il convient de noter que cette préoccupation sous-jacente pour le bien public impose également des limites à la brutalité qu'un prince ou tout autre dirigeant peut exercer. Par exemple, Machiavel met en garde contre la saisie des biens des citoyens, car cela risque de provoquer chaos et mécontentement. Il suggère aussi que les dirigeants doivent éviter à tout prix d'être haïs, ce qui implique certains standards de conduite éthique de leur part. Cela sert non seulement leurs propres intérêts, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'État qu'ils gouvernent. En effet, un renversement plongerait ce dernier dans une période d'incertitude. Il pourrait être conquis par un autre État, où un tyran avéré pourrait s'emparer du pouvoir. Dans les discours, il se montre encore plus critique envers les dirigeants tyranniques, affirmant souvent qu'ils limitent la prospérité de leur société. Il soutient qu'Athènes prospérait bien moins lorsqu'elle était gouvernée par le tyran Pisistrate que lorsqu'elle était une démocratie, et que les dirigeants qui s'enrichissent au détriment de leur peuple compromettent à la fois leur propre avenir et celui de leur État à long terme. Je pense donc qu'il est important de considérer les recommandations apparemment immorales dans Le Prince et les discours à la lumière de ce thème général. Bien que ces deux œuvres encouragent parfois un dirigeant ou une république à faire preuve de malhonnêteté et de cruauté et de barbarie,
il ne s'agit pas d'une célébration gratuite de la brutalité, mais plutôt du jugement de Machiavel selon lequel cette immoralité superficielle est, hélas, parfois nécessaire à la prospérité durable. Bien que je pense qu'il tende à justifier les moyens par les fins tout au long de son œuvre, il demeure aussi assez sceptique quant à la suspension permanente des règles morales générales. Il suggère qu'en pratique privée, un dirigeant devrait vraiment respecter les lois du pays et les coutumes de la société qu'il gouverne. C'est principalement dans les affaires de l'État, et particulièrement lorsque le bien public est en jeu, que Machiavel recommande ces actions apparemment indéfendables. Je pense que nous pouvons imaginer le type de personne que Machiavel critique implicitement ici. C'est le genre de leader qui se soucie avant tout de la pureté de son âme et de son code moral personnel, plutôt que du bien commun. Dans la politique moderne, j'ai souvent entendu des critiques similaires à l'encontre de ceux qui refusent de voter de manière stratégique lors des élections, préférant soutenir un candidat qui correspond davantage à leurs valeurs, mais qui n'a aucune chance de gagner. En conséquence, ils réduisent les chances de victoire du candidat perçu comme le moindre mal, et voilà que cette phrase revient à nouveau. De même, un dirigeant guidé uniquement par un élan de compassion immédiate n'est pas toujours un bon signe. Le problème de la compassion, c'est qu'elle est souvent éphémère et très ciblée. Imaginez que vous êtes le maire d'une ville et qu'un homme a été placé devant vous, reconnu coupable de complot contre la population et de détournement de fonds publics. Il paraît plutôt pitoyable, sale, ses vêtements déchirés par son séjour en prison. Il tombe à vos pieds, suppliant pour sa vie. Il explique qu'il a une famille, des amis et des personnes dépendant de lui. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être un peu touché. Je sais que cela m'ébranlerait certainement, mais pour Machiavel, céder à cet instinct de compassion n'est qu'un bien à court terme. Cela peut sembler héroïque d'avoir accompli un acte de bonté, et sans doute cela vous aidera à mieux dormir. Mais cela envoie aussi le message que conspirer contre l'État et détourner l'argent public est tolérable. Sachant qu'il y aura toujours quelques ambitions démesurées, elles seront alors plus enclines à emprunter ce chemin pour s'enrichir et s'accaparer le pouvoir au détriment des autres. Ce qui semble être de la compassion n'est en réalité qu'un manque de sagesse qui cause à long terme davantage de tort à de nombreuses personnes. Donc, bien que j'aurais probablement intitulé cette vidéo « Pourquoi les bonnes personnes font de mauvais dirigeants ?», je dirais plutôt que la position de Machiavel se rapproche davantage de « Les bonnes personnes deviennent de mauvais dirigeants quand elles mettent leur propre satisfaction morale à court terme au-dessus des besoins de l'État, mettant ainsi en péril leur peuple et faisant finalement preuve de plus d'égoïsme que le dirigeant qui impose une cruauté temporaire pour garantir un bénéfice durable à lui-même et à ses citoyens. Mais vous savez bien que ça ne fait pas un bon titre. Cependant, je souhaite maintenant aborder des exemples particuliers du conseil très controversé de Machiavel, en commençant par ses commentaires célèbres sur l'honnêteté et la malhonnêteté. Si vous souhaitez m'aider à créer d'autres vidéos comme celle-ci, pensez à devenir l'un de mes merveilleux soutiens sur Patreon. Le lien se trouve dans la description. Sur le plan de l'apparence, de la réalité et des relations publiques, tout comme la plupart des gens désirent un leader vertueux, ils veulent aussi un leader honnête. Cela a beaucoup de sens et c'est un sentiment que je partage sans hésitation. Après tout, les gens veulent savoir ce que fait leur leader, quel est le véritable état de leur société et que les promesses seront tenues autant que possible. D'une certaine façon, Machiavel sympathise avec cette idée, mais il est aussi très clair que l'apparence publique est souvent tout aussi importante que la réalité, tant pour le dirigeant individuel que pour l'État dans son ensemble. Ce point est détaillé par Kenneth Minogue, qui soutient que pour Machiavel, la politique est autant une question d'interprétation que de fait. Étant donné que chacun d'entre nous n'a qu'un accès limité aux véritables faits de la situation, il est logique pour un leader politique de présenter ces faits à son avantage et à celui de son peuple. Par exemple, Machiavel fait l'éloge d'un consul romain en particulier, Papirius, pour avoir retourné un présage défavorable à son avantage. La bataille imminente que Papirius s'apprêtait à livrer semblait être une victoire certaine pour les Romains. Pourtant, l'une de leurs superstitions était que si un poulet particulier ne mangeait pas avant la bataille, alors la fortune n'était pas de leur côté. Or, ce jour fatidique, le poulet n'a pas mangé. Le chef des hommes à poulet, comme les appelle Machiavel, a menti et a dit au consul que les poules avaient bien mangé. Cependant, certains des autres hommes à poulet ont répandu des rumeurs sur le véritable résultat du présage parmi les troupes.
ce qui a affecté le moral. Le consul a donc trouvé une solution ingénieuse à ce cauchemar de relations publiques. Il a déclaré que de son côté, les présages étaient bons et que, s'il avait été trompé à propos du poulet, cela relèverait sûrement de la responsabilité du chef des hommes à poulet. Il a ensuite décidé de placer tous les hommes à poulet en première ligne. Lorsque le chef des hommes à poulet est mort au combat, le consul a déclaré que si c'était un menteur qui avait été tué, alors par cette mort, leur armée aurait certainement regagné la faveur des dieux. En conséquence, le moral a été restauré et la crise évitée grâce à un stratagème vraiment très ingénieux. Papirius s'est assuré que, quel que soit le résultat, il sortirait gagnant. Si l'homme chargé des poules survivait, les soldats croiraient au mensonge selon lequel les présages étaient en leur faveur, et ils continueraient à se battre. Si cet homme était tué, Papirius pourrait leur raconter cette nouvelle histoire, et ils croiraient également que les dieux étaient de leur côté. Dans tous les cas, il garantissait son succès. C'est, d'une certaine manière, une tromperie flagrante. Cela montre un mépris total pour la vérité. C'est un mensonge d'un niveau brillant, mais qui a aussi permis aux Romains de remporter la bataille. Pour Machiavel, cet art de manipuler les perceptions est inestimable en stratégie militaire, et pas seulement pour tromper vos adversaires. Si vos forces sont même légèrement égales à celles de vos ennemis, Machiavel pense que l'issue de la bataille sera souvent dictée par l'ardeur au combat de chaque homme et leur capacité à tenir plus longtemps. Cela dépend souvent, à son tour, du moral et de la perception. Il condamne un autre général romain qui avait jeté des poules, considérées comme de mauvais présages, à la mer, car cela semblait encore plus irriter les dieux. Les présages lui importaient peu. L'essentiel était qu'ils soient présentés de manière à maximiser les chances de victoire. S'il devait un jour être interrogé sur la malhonnêteté de cette méthode, j'imagine que sa réponse franche serait « Écoutez, vous voulez gagner la bataille ou pas ?» Ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas un argument dénué de bon sens quand on fait face à une force hostile. On retrouve aussi ce thème dans la façon dont Machiavel aborde la religion. Les opinions personnelles de Machiavel sur la religion sont sujettes à débat, certains universitaires le voyant comme un chrétien atypique, d'autres comme un penseur ouvertement antichrétien. Mais dans ses œuvres, il s'intéresse plus souvent à la religion comme phénomène culturel qu'en tant que réalité métaphysique ou théologique. Par exemple, d'une manière qui préfigure la critique de Nietzsche, Machiavel craint que le christianisme n'enseigne aux gens à être trop passifs et contemplatifs, plutôt que décisifs, forts et actifs. Si vous cherchez un bon livre comparant Nietzsche et Machiavel, La politique machiavélique de Nietzsche de Don Boschi est une excellente référence. Cependant, contrairement à Nietzsche, Machiavel n'est pas un individualiste et s'intéresse principalement aux manières dont la religion peut inciter les gens à mettre de côté leurs ambitions personnelles temporaires pour s'unir en une seule communauté au sein d'un état civique. C'est quelque chose que Nietzsche, avec son archi-individualisme et son élitisme philosophique, détesterait sans aucun doute. Par exemple, Machiavel loue en grande partie le système superstitieux et religieux romain, parce qu'il encourageait les individus, même les plus puissants, à œuvrer pour le bien de la société dans son ensemble. Il affirme que le deuxième roi romain, Numa, a instauré la religion chez le peuple romain afin d'établir l'ordre et la loyauté dans l'État, ainsi que de faire respecter de manière absolue le concept de serment. Le pouvoir culturel était tel que nombreux étaient ceux qui avaient plus peur de briser un vœu que de perdre leur vie. Machiavel raconte que lorsque le général carthaginois Hannibal ravageait l'Italie et que de nombreux Romains envisageaient de fuir, le commandant Scipion a ravivé les chances de Rome en faisant jurer à ces personnes de ne pas abandonner leur terre en ce moment de besoin. Il prenait ces serments tellement au sérieux qu'ils ne fuyaient pas, et Rome s'est rétablie. La piété des Romains n'est pas considérée comme bonne en soi, mais Machiavel estime plutôt qu'elle promeut des valeurs qui ont aidé Rome à réussir en tant que nation. Peu importe ses opinions sur le christianisme, Machiavel pensait sans aucun doute que les religions de la Rome antique étaient fausses, mais il les considérait efficaces, et à certains égards, il voyait cela comme primordial. Une fois de plus, on constate qu'il est prêt à tolérer la malhonnêteté, à condition qu'elle serve l'État et son peuple. Cela vaut aussi pour sa recommandation selon laquelle les dirigeants doivent promouvoir eux-mêmes et s'assurer d'être perçus comme généreux, puissants, sages et justes. Cette image est bénéfique pour la stabilité
et la force perçue de la nation aux yeux des autres. Elle rend ainsi une invasion ou un désordre public beaucoup moins probable. En revanche, Machiavel condamne sans ambages les formes de malhonnêteté qui, selon lui, affaiblissent une nation. Par exemple, dans les discours, il souligne à plusieurs reprises l'importance d'un conseil honnête, arguant que c'est l'une des forces potentielles qu'une république détient sur une principauté. Alors qu'avec un souverain absolu, on craint souvent des représailles si les conseils menaient à un échec. Dans une république, cela se produit beaucoup moins souvent, à condition de ne pas insister excessivement sur les conseils au détriment des autres. Dans Le Prince, il recommande qu'un dirigeant autoritaire reçoive aussi des vérités honnêtes et parfois difficiles de la part de ses conseillers. Il ne faut certainement pas punir ceux qui signalent des échecs ou apportent de mauvaises nouvelles, car cela mènerait à ce que le dirigeant ne soit pas alerté des problèmes de l'État qu'il doit traiter en urgence. C'est désormais un cliché dans la fiction que les chefs d'empire maléfiques fassent tuer leurs subordonnés pour avoir transmis des rapports défavorables, mais Machiavel juge que cela les condamne à la catastrophe. Donc, je suis vraiment désolé, Dark Vador, tu n'aurais pas survécu en Italie à la Renaissance. Machiavel insiste aussi sur l'honnêteté dans le processus judiciaire, où il estime que l'apparence d'équité est essentielle. Il est assez difficile de simuler une véritable justice dans les tribunaux sans que le public s'en aperçoive. Il soutient que, si un dirigeant tente de plier le système judiciaire à sa volonté personnelle, cela sera immédiatement perçu par quasiment tout le monde. Cette impression d'injustice alimentera la haine à ton égard parmi la population. Si les gens ne peuvent pas faire confiance au système judiciaire pour rétablir l'équilibre moral, ils seront beaucoup plus enclins à se tourner vers le vigilantisme ou les vendettas personnels, ce qui déstabilisera fortement ton État. Fait intéressant, contrairement à sa réputation brutale, Machiavel recommande assez souvent la clémence face aux échecs pour maintenir les gens honnêtes et concentrés sur l'essentiel. Par exemple, il s'oppose fermement à la punition des commandants militaires après des défaites au combat. Selon lui, la victoire dans une bataille dépend souvent trop du hasard pour que l'on puisse tenir entièrement responsable le général en charge. Pire encore, si tu commences à punir les commandants pour avoir perdu des batailles, le prochain commandant pensera à ça pendant le combat, ce qui risque d'affecter sa concentration et donc ses performances. Un exemple historique très extrême de cela, dans l'histoire chinoise, est le capitaine militaire Chen Shen. Sachant qu'il serait en retard pour mener son détachement en position, et conscient que la punition pour retard était la mort, il a compris qu'il n'avait plus rien à perdre. Il a ensuite mené une rébellion qui a coûté des milliers de vies, et bien qu'elle ait été vaincue, certains spécialistes estiment qu'elle a conduit à la chute éventuelle de la dynastie Jin. Un autre exemple est Liu Bang, qui a en fait mis fin à la dynastie Jin lorsqu'il a accidentellement laissé s'échapper des prisonniers sous sa garde. Comme la punition pour cela était également la mort, il n'avait rien à perdre, et s'est donc rebellé, fondant finalement la dynastie Han. Cela était tout simplement prévisible. Si vous punissez excessivement les gens pour des erreurs, tout ce que vous faites, c'est attiser le désordre et compromettre potentiellement des décisions militaires cruciales. Bien que ce dernier exemple ne traite pas explicitement de la malhonnêteté des dirigeants, il illustre un point important où une prise de décision claire est nécessaire. Les gens doivent pouvoir s'exprimer franchement et honnêtement et avoir la possibilité d'échouer dans leurs efforts. Machiavel subordonne ainsi tant l'honnêteté que la malhonnêteté au service de l'État et de son peuple. Dans de nombreux cas, il considère que l'honnêteté est la meilleure politique, mais comme il est aussi bon pour la stabilité de l'État que la direction apparaisse sous un jour favorable, et que les troupes aient confiance en leur potentiel de victoire, la malhonnêteté a également sa place pour assurer le bon fonctionnement de la société. Pour Machiavel, il est parfois nécessaire d'arrondir les faits pour le bien de tous. Mais attendez une seconde, n'est-ce pas Machiavel qui est surtout connu pour promouvoir des dictatures impitoyables? Pourquoi évoque-t-il maintenant les forces d'une république? Eh bien, malgré ce que beaucoup pensent, Machiavel tenait la liberté en très haute estime, mais ses idées sur le sujet sont très complexes. Heureusement, c'est justement notre prochain point. 5. Liberté, sécurité et stabilité. Si nous acceptons que Machiavel cherche vraiment le bien du peuple d'un État, alors pourquoi a-t-il écrit Le Prince, souvent perçu comme un manuel pour les dictateurs pour conquérir et conserver le pouvoir?
Je soutiendrai que deux objectifs sous-jacents dominent une grande partie des conseils de Machiavel, tant dans Le Prince que dans ses autres écrits. Le premier est de maintenir la sécurité. Le second est de promouvoir la liberté et l'autonomie autant que possible. Le problème est que ces deux aspects sont souvent en tension, surtout dans les États non républicains. Par exemple, si vous donnez trop de liberté aux citoyens, vous perdez l'unité de l'État, ce que Machiavel considère comme intrinsèquement déstabilisant. Mais il a aussi des raisons pragmatiques solides de valoriser la liberté dans la société en général. Pour Machiavel, des citoyens libres se battent plus ardemment pour leur pays, sont plus investis dans leur gouvernement et soutiennent leur propre État. En revanche, il pense que les dictateurs sont beaucoup plus fragiles, car ils occupent une position unique de pouvoir quasi absolu pour laquelle les gens peuvent se disputer et qui suscite souvent le ressentiment légitime de leur peuple. Mais alors, que signifie tout ce conseil dans Le Prince? Eh bien, je pense que c'est là que la nature pragmatique de Machiavel entre en jeu. Machiavel est remarquablement peu idéalisé dans sa manière d'aborder la réalité. Il est déterminé à décrire le monde tel qu'il est plutôt que comme il aimerait qu'il soit. Cet esprit pratique s'étend également aux œuvres elles-mêmes. Le Prince est directement adressé à Lorenzo de Medici, qui était à l'époque le dirigeant de Florence, l'état natal de Machiavel. Ce dernier vivait en exil à ce moment-là et avait, dans l'ensemble, une vision plutôt sombre de la famille Médicis, étant donné qu'il l'avait emprisonné et torturé peu de temps auparavant. Le Prince sert donc en partie comme une tentative de retourner dans sa ville et comme un moyen de s'attirer les bonnes grâces de ses nouveaux dirigeants. Compte tenu des tendances républicaines de Machiavel, certains ont émis l'hypothèse que Le Prince était en réalité une satire destinée à se moquer de la famille même, à laquelle il était dédié, et à exposer les mauvaises manières dont les souverains absolus conservent le pouvoir. Personnellement, je pense que cela va trop loin dans l'autre sens. Beaucoup des contenus de Le Prince, tels que les conseils sur les armées citoyennes, sur la nécessité d'être déterminé dans le châtiment des dissidents et sur le respect à gagner des gens, sont mis en miroir dans les discours, qui ne sont certainement pas une satire. Pour moi, j'interprète Le Prince comme une manière de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. C'est-à-dire que si vous insistez pour être un souverain absolu, voici comment vous ne gâchez pas complètement la situation et n'attirez pas la calamité tant sur vous-même que sur les malheureux que vous gouvernez. Vu sous cet angle, les conseils de Le Prince s'alignent plutôt bien avec beaucoup de ses autres œuvres. Nous pouvons même voir Machiavel essayer d'intégrer des idées sympathiques aux gens ordinaires, en les intercalant entre les conseils utiles aux despotes. Par exemple, il pense que dans l'ensemble, un prince devrait, pour la plupart, laisser les coutumes, les biens et la famille des gens ordinaires tranquilles, car interférer avec cela semera le mécontentement et affaiblira la position du prince. Malgré sa réputation, la plupart de la brutalité dans Le Prince est dirigée contre des nobles intrigants ou des familles puissantes plutôt que contre le peuple ordinaire. Une partie de cela s'explique par le fait que le peuple en lui-même est considéré comme ne représentant guère de menace pour un dictateur, ou, s'il est uni, Machiavel estime simplement qu'il constitue une force écrasante. Mais je soupçonne aussi que les sympathies profondes de Machiavel pour l'homme ordinaire jouent un rôle important. Certains spécialistes, comme John McCormick, vont beaucoup plus loin en affirmant que Machiavel était une figure fondamentalement démocratique ou populiste, mais je trouve que cela va un peu trop loin pour moi. Les arguments de Machiavel en faveur d'un gouvernement incluant des gens ordinaires sont souvent d'ordre pratique, et c'est nulle part plus évident que dans son traitement de la sécurité et de la stabilité de l'État. Tout au long des œuvres de Machiavel, la stabilité de l'État est toujours présente dans son esprit. Étant donné la période, cela est tout à fait compréhensible. L'Italie de la Renaissance était un patchwork de cités-États rivales qui s'attaquaient souvent les unes les autres ou se conquéraient ouvertement. Il y a fort à parier que, si la stabilité d'un État vacille, cet État cesse d'exister assez rapidement. Cette préoccupation pour la stabilité sous-tend beaucoup de ces idées plus autoritaires, comme celle selon laquelle si vous ne pouvez pas être à la fois aimé et craint, il vaut mieux être craint qu'aimé. Cependant, il pense aussi que c'est là que les républiques ont un potentiel énorme. Car alors que les principautés, monarchies et despotismes doivent se préoccuper intensément des conflits internes, les républiques rencontrent beaucoup moins de tensions entre leurs citoyens. Dans les discours,
Machiavel défend l'idée que sans une république bien gérée, il existe une compétition fondamentale entre le peuple ordinaire et la noblesse. En général, cela s'explique par le fait que les gens ordinaires souhaitent être laissés tranquilles, tandis que les nobles cherchent à étendre leur pouvoir et tentent donc de dominer le peuple. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont personnellement mauvais, mais parce que d'autres nobles essaient de les dominer. Par conséquent, ils doivent constamment renforcer leur propre autorité pour ne pas être détruits. Bien que Machiavel loue beaucoup Sparte, je pense en réalité que cet exemple illustre bien ce conflit interne conduisant à l'instabilité. L'État spartiate reposait sur une grande population d'esclaves appelés ilotes pour cultiver leurs terres. Cela a permis aux citoyens spartiates de se concentrer sur l'art de la guerre, une discipline que Machiavel admirait particulièrement, comme nous le verrons dans la section suivante. Cependant, cela signifiait aussi que lorsqu'elles étaient engagées dans de longues campagnes, les armées spartiates voyaient souvent les ilotes se révolter, ce qui, à son tour, limitait leur capacité opérationnelle. Dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide évoque comment les commandants spartiates étaient souvent très anxieux à l'idée de s'éloigner trop longtemps de leur territoire, de peur que les ilotes ne deviennent instables. À son époque, Machiavel affirme que même la meilleure monarchie, comme celle du royaume de France, avait du mal en raison de ses conflits internes. La tension constante entre paysans et nobles impliquait que le peuple ne pouvait jouir d'une trop grande liberté, de peur qu'il ne se soulève. Mais cela signifiait aussi que l'État français devait maintenir un contrôle militaire strict sur sa propre population. Cela constituait un coût important et limitait leur capacité à mobiliser leurs forces en cas de besoin. Ils en vinrent donc à dépendre des armées mercenaires, et nous verrons pourquoi Machiavel considère cela comme une terrible erreur dans la section suivante. Le problème est que la préoccupation pour la sécurité de l'État entre désormais en conflit direct avec la liberté des citoyens, créant ainsi une lutte intense entre classes sociales. Essentiellement, cela maintenait la nation dans un état permanent de guerre latente avec elle-même. Comme l'a dit Abraham Lincoln, citant les évangiles, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Comme le soulignent Carrie Ann Mann et Tatiana Gomez, les républiques résolvent idéalement ce problème en offrant à chacun une place à la table du gouvernement. Machiavel décrit avec soin comment l'État romain a vu naître ses différentes institutions, une paire de consuls exécutifs, un sénat composé de nobles et les tribuns de la plèbe représentant le peuple. À ses yeux, cela a sauvé Rome d'un conflit interne destructeur, car cela garantissait que chacun se sente impliqué dans l'État. Cela a créé un cercle vertueux, car cela signifiait aussi que les nobles et les consuls pouvaient faire confiance aux citoyens ordinaires pour ne pas se révolter. En conséquence, ceux-ci pouvaient jouir d'une plus grande liberté. En même temps, les tribuns veillaient aux excès de la noblesse. Du moins, c'est l'histoire telle que Machiavel la raconte. L'objectif était de faire en sorte que toutes les pièces mobiles de la nation travaillent ensemble pour atteindre un but commun. Bien sûr, ce n'est pas une démocratie libérale moderne, mais plutôt un équilibre entre les intérêts des différentes classes aristocratiques et non aristocratiques, dans le contexte de l'Italie de la Renaissance. Cependant, c'est également très loin d'une dictature ou d'une tyrannie. Machiavel, en fin de compte, souhaite un gouvernement libre, mais il ne s'intéresse pas autant aux libertés dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme la liberté d'expression ou le droit de disposer de ses biens. En fait, il indique souvent que les citoyens puissants doivent être étroitement surveillés pour s'assurer qu'ils ne préparent pas de rébellion ou de coup d'État. Lorsqu'il parle de gouvernement libre, il faudrait probablement comprendre un gouvernement où les citoyens participent largement. Je ne veux pas exagérer non plus. Par exemple, la grande population d'esclaves à Rome est très peu évoquée par Machiavel, mais dans l'ensemble, c'est une manière très intéressante de considérer les systèmes politiques. Machiavel cherche à maximiser la stabilité interne en protégeant la liberté et la participation réelle au gouvernement. Effectivement, il compte sur le fait que si les gens se sentent représentés et investis dans leur État, ils seront bien moins enclins à provoquer des troubles. Tout cela fait partie d'une leçon générale dans les écrits de Machiavel. Si vous voulez que votre État réussisse, il vaut mieux aligner les intérêts de l'État avec ceux du peuple. Comme nous l'avons dit, Machiavel pense que si les gens s'identifient à leur État, ils combattront plus ardemment, travailleront davantage et défendront farouchement leur pays contre les ennemis. Car dans chaque cas, ils ne se battent pas ou ne travaillent pas pour un roi flou ou un groupe de nobles lointains, mais pour leur propre liberté.
Il suggère que c'est une des raisons pour lesquelles la République romaine a connu un tel succès militaire. Ainsi, on voit que les arguments de Machiavel en faveur du républicanisme restent tout à fait pragmatiques. Ce n'est pas qu'il croit que la participation des citoyens soit intrinsèquement bonne. S'il était démontré que les monarchies sont plus efficaces, après tout, et prennent de meilleures décisions, je suis sûr qu'il changerait d'avis. Mais il estime que les républiques sont réellement la meilleure forme d'État, simplement en fonction des résultats qu'elles peuvent obtenir et de la stabilité intérieure qu'elles peuvent assurer. En parlant de sécurité, la violence est absolument cruciale pour comprendre Machiavel et ses idées. Il est donc grand temps que nous y jetions un œil. 6. Le besoin d'être dangereux, une phrase que je vois parfois circuler sur Internet, est « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin que jardinier dans une guerre ». On l'attribue parfois à Bruce Lee, au samouraï japonais du XVIIe siècle Miyamoto Musashi, ou encore à un ancien proverbe qu'on dit tantôt chinois, tantôt japonais. Je sais que cela peut sembler hors sujet, mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'en retrouver l'origine, sans succès. Peu importe d'où vient cet aphorisme, son message est assez clair. Il vaut toujours mieux être préparé au conflit et au désordre, même si cela ne sert finalement pas, que d'être pris au dépourvu quand la violence frappe à votre porte. Il y a certainement du vrai là-dedans, mais Machiavel va même un peu plus loin. Il estime que chaque État doit être en permanence prêt à la violence, car cela signifie non seulement qu'il sortira vainqueur si la guerre éclate, mais aussi qu'il aura moins de chances d'avoir à se battre. S'il paraît suffisamment dangereux, cela a donné à Machiavel une réputation de belliciste, mais je pense que la réalité est beaucoup plus nuancée. Même ces dirigeants que Machiavel loue pour leurs compétences dans d'autres domaines, comme Numa, qu'il considère comme un administrateur compétent et un leader culturel, sont néanmoins critiqués pour leur manque d'aptitude au combat. Il affirme même que si Numa lui-même n'avait pas été succédé par Pompilius, un autre souverain guerrier, à l'instar de Romulus, Rome serait probablement tombée. D'un autre côté, si un dirigeant est suffisamment habile au combat, Machiavel pense que cela peut compenser de nombreux autres défauts. Par exemple, bien que Machiavel condamne l'ancien roi de Syracuse, Agathocle, pour être un criminel, un tyran et un meurtrier brutal, il affirme qu'aucune de ses fautes ne lui a fait perdre le pouvoir, puisqu'il était un stratège militaire très habile. Il a même remporté plusieurs victoires contre Carthage, une nation beaucoup plus puissante que Syracuse. Bien que Machiavel affirme qu'il n'est pas à admirer, il pense aussi que l'on ne peut nier ses résultats. Cela montre à quel point il est important d'être un leader militaire redoutable, car cela peut compenser bien d'autres faiblesses. Il loue également ces petits États allemands, qui ont réussi à préserver leur indépendance face à des forces bien plus puissantes, en veillant à ce que leurs villes soient solidement fortifiées et que leurs armées s'entraînent continuellement. La raison de cette insistance sur les compétences militaires est simple. Il est une chose d'être le plus grand souverain domestique du monde. Mais cela importe peu quand une armée plus puissante franchit les portes de votre ville, plante votre tête sur une pique et brutalise vos citoyens. La conception géopolitique de Machiavel est profondément marquée par la loi du plus fort. Il estime donc que chaque État doit prioriser ses forces militaires, peu importe ses ambitions personnelles d'expansion. Car, pour Machiavel, tôt ou tard, peu importe à quel point votre État est pacifique ou isolationniste, quelqu'un finira par frapper à votre porte et vous demander quelque chose. Il peut s'agir d'un accès à certaines ressources naturelles, ou même d'une requête pour que vous deveniez leur État client. Ce serait idéal que laisser tout le monde tranquille suffise pour vous affranchir de la politique étrangère, mais Machiavel considère cela comme tout simplement naïf. Si vous possédez quelque chose qui vaut la peine d'être pris, quelqu'un finira par vouloir s'en emparer, et vous devrez donc le défendre. C'est là que la puissance militaire devient absolument essentielle. Il n'y a tout simplement pas de substitut. Ainsi, Machiavel recommande souvent qu'un État mène une politique subtile d'expansion et d'agression, non pas parce que cela serait une bonne chose en soi, mais parce que l'État doit suivre le rythme des puissances environnantes. Il n'est pas un impérialiste acharné, mais il pense que si vous voulez rester invaincu, vous devez être suffisamment puissant pour ne pas devenir une cible facile. Cela ne nécessite pas toujours d'expansion. Il prend par exemple le cas de la Suisse qui peut compter sur ses fortifications et sa géographie pour demeurer en sécurité. Elle n'a pas besoin de s'agrandir.
Il conseille aussi d'agrandir son territoire par la diplomatie, chaque fois que cela est possible, car c'est beaucoup moins risqué. Machiavel prône également une politique étrangère assez agressive. Si un conflit se profile, il suggère que, dès que la guerre est inévitable, il faut l'engager rapidement et brutalement, mobilisant toutes vos forces pour en venir à bout aussi vite que possible. Les guerres sont coûteuses et horribles, et Machiavel souhaite qu'elles soient aussi courtes que possible. Cependant, il estime aussi qu'une guerre ne doit pas être retardée si elle est inévitable. En attaquant le premier, vous prenez l'initiative et pouvez surprendre votre ennemi qui n'est pas prêt. Vous lui refusez aussi la possibilité de renforcer ses troupes. Pour Machiavel, l'idéal est d'être prêt à mener une guerre totale à tout instant. Cela signifie que toute guerre dans laquelle vous vous engagez sera brève et que vous avez de bonnes chances de la gagner. Cela dissuade aussi les autres de vous attaquer. Il reconnaît que cela a un coût sur d'autres plans, mais pour lui, cela en vaut la peine. Machiavel est aussi très sceptique envers les soi-disant alliés en guerre. Il les considère comme fondamentalement peu fiables. Quand les choses se compliquent, ils n'ont aucune raison de privilégier vos intérêts plutôt que les leurs, et ne devraient pas le faire. Donc, si vous vous retrouvez un jour acculé, attendez-vous à ce qu'ils changent rapidement de camp. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent pour déconseiller une confiance totale envers vos alliés. Que se passe-t-il si un nouveau dirigeant décide soudainement de rompre l'alliance? Que se passe-t-il si l'allié se rapproche de l'un de vos ennemis? Que se passe-t-il si vous perdez la bataille et qu'il change de camp? C'est agréable d'avoir des alliés, c'est certain, mais Machiavel affirme qu'il ne faut surtout pas trop compter sur eux. Il n'y a pas de substitut à votre propre puissance. Pour être clair, Machiavel conseille également de rompre toute alliance qui mettrait en péril votre État. Souvenez-vous que, comme dirigeant, votre premier devoir est envers votre peuple, et non envers celui des autres, du moins, c'est son point de vue. De même, Machiavel critiquait la pratique à la Renaissance de s'appuyer sur des forces mercenaires pour mener vos guerres à votre place. Non seulement c'était extrêmement coûteux, mais cela plaçait aussi le sort de votre pays entre les mains de personnes motivées uniquement par l'argent. Ce n'est pas la faute des mercenaires. Ils sont honnêtes et explicites à ce sujet. Ainsi, Machiavel est très sévère avec ceux qui, en connaissant cette réalité inévitable, s'appuient fortement sur les mercenaires pour leur réussite. Cela lui tenait à cœur puisque Florence engageait trop rapidement des mercenaires dans ses armées qui, selon Tim Parks, étaient connus pour disparaître dès que les choses se compliquaient. Au lieu de cela, Machiavel recommande vivement que les États forment leurs propres armées composées de citoyens, bien financés, bien entraînés et bien dirigés. Cela peut sembler récurrent, car ce thème revient dans presque tous ses ouvrages majeurs. On pourrait presque jouer au bingo avec Machiavel. Vous lisez un passage apparemment sans lien, et soudain, la question d'une armée de citoyens surgit. Pourtant, malgré cela, c'est un conseil extrêmement pertinent. Machiavel souligne qu'une armée citoyenne défendra ses foyers et ne se battra pas uniquement pour un salaire. S'ils vivent dans une république, ils s'identifieront et s'investiront dans leur propre pays. Une fois de plus, nous comprenons pourquoi Machiavel est si enthousiaste à propos de la participation des citoyens dans un État. Cela signifie qu'ils se battront avec plus d'ardeur pour cet État, ce qui lui apportera davantage de succès lors des guerres. Machiavel propose deux options. D'un côté, vous pouvez faire preuve d'une magnanimité incroyable. Vous pouvez tenter de faire de votre ennemi vaincu un allié et garantir que ceux qui dirigent la ville seront de votre côté à l'avenir. De l'autre, vous pouvez anéantir complètement la direction de l'État et vous assurer qu'ils ne pourront jamais se relever pour vous menacer de nouveau. C'est aussi ainsi qu'il pense que vous devriez traiter plus généralement vos ennemis, soit les transformer en amis et gagner leur soutien, soit organiser les choses pour qu'ils n'aient jamais la possibilité de se venger. Le juste milieu, où vous punissez vos ennemis suffisamment pour qu'ils vous haïssent, mais en leur laissant la possibilité de rassembler des forces et de se venger, est à éviter absolument. Cette idée sous-tend la recommandation assez froide de tuer la famille dirigeante d'un État conquis afin d'être certain qu'il ne reste personne pour organiser une résistance. Un exemple historique d'erreur du juste milieu est celui des conditions imposées à Carthage par Rome à la fin de la première guerre punie. Les Romains ont extrait richesses et ressources des Carthaginois vaincus,
mais leur ont laissé suffisamment d'autonomie pour qu'ils puissent un jour retrouver leur puissance. Cela a conduit à la fameuse campagne d'Hannibal à travers l'Italie, où il tua des centaines de milliers de soldats romains et faillit mettre Rome à genoux. Toutefois, les Romains n'ont pas répété cette erreur par la suite, détruisant Carthage entièrement après la Troisième Guerre punique, ce qui a assuré qu'elle ne poserait plus jamais problème. L'accent que Machiavel met sur la guerre et la violence est une autre raison pour laquelle il a aujourd'hui cette réputation de sournois. Mais encore une fois, je pense qu'il est important de remettre cela dans son contexte. Machiavel ne se complaît pas dans la violence pour la violence. Il considère simplement que la guerre est parfois inévitable et que lorsqu'elle survient, mieux vaut s'y engager pleinement plutôt que de faire les choses à moitié et risquer que le conflit s'éternise pendant des années. Bien sûr, ce n'est que l'opinion de Machiavel, et d'autres stratèges militaires ne manqueraient pas de s'y opposer. Pour illustrer cela avec un autre exemple des guerres puniques, le consul romain Fabius a délibérément prolongé le conflit avec Hannibal, conscient qu'il ne pouvait pas le vaincre en bataille rangée, convaincu que les tensions internes au sein des forces d'Hannibal finiraient par l'affaiblir. Évidemment, le coup fatal porté à Hannibal est venu autrement. Je tiens surtout à souligner que, contrairement à certains autres, Machiavel ne glorifie pas la puissance militaire en soi, mais la considère comme un outil que les dirigeants doivent maîtriser pour garantir la sécurité et la prospérité de leur nation. De même, ses conseils sans concession concernant le traitement des ennemis vaincus ne découlent pas d'un goût pour l'idée d'exécuter impitoyablement des adversaires, mais parce qu'il estimait que l'alternative engendrerait plus de conflits et coûterait finalement davantage de vie. Le moindre des deux mots peut encore paraître bien cruel. Mais maintenant, je souhaite aborder la raison principale pour laquelle je pense que Machiavel est perçu comme un personnage si lâche et peu fiable, et ce que cela peut nous apprendre sur la fonction et la valeur potentielle des principes, 7 principes, et de la prudence. Quand nous qualifions quelque chose de machiavélique, nous ne voulons pas simplement dire que c'est malfaisant. Prenons quelqu'un comme Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Dans la série télévisée et les livres, il est souvent rusé, manipulateur et astucieux. Mais ce n'est pas juste un méchant. Sa manœuvre politique brillante sauve même la ville de Port-Réal. C'est d'une certaine manière un personnage machiavélique classique, qui affiche les comportements typiques associés à Machiavel, même si nous restons souvent réticents à le qualifier de machiavélique. C'est parce que, bien que ce ne soit pas synonyme de mal, ce terme tend à être utilisé uniquement pour des personnages semblant malveillants. Mais si vous me demandez pourquoi les gens perçoivent le style politique de Machiavel comme malveillant, je dirais que c'est parce qu'il abandonne des principes moraux absolus au profit d'un pragmatisme dans ses jugements. Même si ce pragmatisme sert en fin de compte le bien commun, ce manque de lignes rouges infranchissables, quoi qu'il arrive, rend les gens naturellement méfiants et mal à l'aise. Une idée que Machiavel souligne sans cesse dans ses écrits est l'importance des facteurs contextuels dans la prise de décision. Même ses propres conseils ne sont que des directives générales, et il suggère que les dirigeants doivent faire preuve de sagesse pratique et d'expérience pour les adapter quand c'est nécessaire. Par exemple, bien qu'il conseille de ne pas retarder la guerre puisque l'agresseur y gagne un avantage et peut prendre l'initiative, il précise aussi qu'il y a d'importantes exceptions. Ces exceptions concernent des situations où vous ne pouvez pas mener la guerre immédiatement, ou si votre pays est particulièrement bien protégé en défense. Si votre ville est perchée sur une montagne, il est tout simplement absurde de poursuivre une stratégie militaire agressive, car il est extrêmement difficile de vous conquérir. En soi, je ne pense pas que cela dérange les gens. Nous connaissons tous quelqu'un qui s'accroche obstinément à ces méthodes, longtemps après qu'elles soient devenues inefficaces. Cependant, les gens tendent à être mal à l'aise quand cela s'applique aux principes moraux. Chaque fois que Machiavel recommande une règle éthique, elle s'accompagne toujours d'un « mais respectez les alliances », mais seulement quand elles vous servent. Soutenez un autre État ami dans un conflit, mais potentiellement dans l'idée de l'affaiblir ou de le rendre dépendant de vous. Soyez un souverain juste qui respecte les lois du pays, mais récompensez aussi les honneurs pour sécuriser votre pouvoir et celui de l'État. Soyez honnête avec le peuple, car il y a de la sagesse dans le consensus de la majorité, mais trompez-les aussi si vous pensez que cela en fera de meilleurs citoyens. Bien que Machiavel donne de bons conseils, souvent en accord avec une morale intuitive, il ne sert finalement qu'un seul maître, ce qui fonctionne. Il est compréhensible que les gens soient assez sceptiques
face à cette approche extrêmement pragmatique. Prenez le premier dirigeant de la Rome républicaine, le fantastiquement nommé Lucius Junius Brutus. Machiavel loue spécifiquement Brutus pour avoir fait exécuter ses propres fils, car ils avaient conspiré contre le nouvel État, et il a même assisté publiquement à leur exécution. Pour beaucoup, surtout dans le monde antique, cela trahit un principe moral profondément enraciné, valoriser et respecter sa famille et lui rester fidèle. Mais Machiavel a reconnu que sans cette punition sévère et le soutien affiché par le nouveau dirigeant de la République, l'État naissant serait probablement tombé dans le chaos. De même, nous avons tendance à tenir au droit à un procès équitable. Donc, lorsque Machiavel recommande que les ennemis vaincus soient exécutés rapidement s'ils ne peuvent pas être transformés en alliés, cela va à l'encontre d'un principe qui nous importe. Machiavel pourrait même comprendre notre inquiétude, puisqu'il veut lui aussi généralement un système judiciaire juste et honnête. Cependant, il soutiendrait aussi qu'il y a des exceptions à chaque règle. Si vous laissez ces personnes vivre trop longtemps, cela leur donne la possibilité de déstabiliser davantage l'État. Ainsi, Machiavel est fondamentalement en désaccord avec la façon dont nous concevons souvent la politique aujourd'hui, fortement influencée par des idées sur les droits et libertés individuelles. Nous avons tendance à penser que les droits de quelqu'un ne doivent pas être violés, même en des temps désespérés. Quoi qu'il arrive, nous ne voulons pas que des individus soient détenus indéfiniment sans procès, exécutés sur le champ ou trompés par nos propres gouvernements. Mais en principe, Machiavel estime que toutes ces mesures sont justifiables dans les bonnes circonstances. C'est une conséquence naturelle de son conséquentialisme lié à l'État. Si cela sert au mieux les intérêts à long terme de l'État et de son peuple de suspendre une règle morale, alors cette règle doit être suspendue. Rien n'est sacré et si la situation est suffisamment désespérée, alors toute loi éthique peut et sera enfreinte. Cette idée, de manière très compréhensible, rend les gens nerveux. Malgré les préoccupations de Machiavel pour l'équilibre des pouvoirs dans un État, cette priorité accordée aux conséquences peut faire douter de ce que leur gouvernement ferait s'il jugeait soudain qu'une action odieuse est dans l'intérêt du peuple. Après tout, cette même justification a été utilisée par des dictateurs et despotes à travers le monde et dans l'histoire pour justifier des horreurs qui non seulement violaient les droits et protections légales, mais qui n'étaient même pas dans l'intérêt du peuple. Quoi qu'il en soit, cela peut aussi rendre d'autres États beaucoup plus méfiants à l'idée de devenir vos alliés. Si vous avez le choix entre vous allier avec quelqu'un qui vous soutiendra jusqu'au bout ou quelqu'un qui ne vous soutiendra que lorsqu'il jugera que cela sert ses intérêts, vous choisirez presque toujours l'allié le plus intègre. Bien sûr, Machiavel répondrait qu'un leader doit veiller à être perçu comme quelqu'un de principe tout en étant secrètement ce pragmatique au service du peuple en coulisses. Comme Machiavel lui-même le dit à propos des dirigeants qui rompent leurs promesses, le peuple est séduit par les apparences et les résultats finaux. Tant que vous donnez l'impression de respecter un ensemble de règles morales et que vos décisions profitent finalement à l'ensemble du peuple, vous ne serez pas condamné pour votre flexibilité éthique, mais au contraire loué pour cela. Toutefois, cela pose ses propres problèmes, car cette stratégie peut bien fonctionner tant que le ou les dirigeants en sont les seuls informés. Dès qu'il devient évident que c'est leur stratégie, les gens commencent à se méfier. Si les citoyens savent que leurs dirigeants cherchent à donner seulement l'apparence de principe, plutôt que de véritables principes, alors ils poseront une question tout à fait légitime. Comment puis-je être sûr que vous agissez vraiment dans l'intérêt du peuple? Cela place le leader dans une situation délicate. Il doit agir de manière machiavélique tout en dissimulant ce machiavélisme à son peuple. Mais cela crée aussi une tension interne assez importante dans sa philosophie. S'il souhaite que les citoyens participent librement au gouvernement, comment peut-il y avoir un mur de tromperie empêchant les dirigeants d'un État d'être transparents avec eux? Je pense que c'est une véritable énigme dans l'œuvre de Machiavel, et je n'ai trouvé aucune solution définitive à ce sujet. Je soupçonne aussi que c'est en grande partie ce qui dérange les gens quand ils lisent Machiavel. Même lorsque les idées reçues à son sujet, qui le présentent comme un défenseur du despotisme, sont dissipées et qu'il est révélé qu'il souhaite une gouvernance républicaine avec une population engagée, nous restons néanmoins méfiants face à sa recommandation d'abandonner les principes
dès qu'ils deviennent contraignants. Parce que si nos dirigeants ont montré qu'ils peuvent agir habilement et dans notre intérêt, qui peut dire qu'ils ne peuvent pas aussi le faire lorsqu'ils poursuivent leurs propres intérêts? Tout en nous cachant la vérité, en utilisant les mêmes astuces avec lesquelles ils ont trompé nos ennemis. Je voulais attirer l'attention sur ce point, car je pense qu'il illustre à la fois ce que beaucoup trouvent fascinant chez Machiavel, mais aussi ce qui apparaît profondément troublant à certains. Un dirigeant qui suit ouvertement les conseils de Machiavel peut être très efficace, mais il paraîtra aussi incroyablement imprévisible et donc peu fiable. Il y a quelque chose de libérateur à se défaire des contraintes des règles morales pour agir simplement pour le bien des gens. Pourtant, beaucoup restent compréhensiblement sceptiques quant à la légitimité de ce principe. N'est-ce pas justement la raison pour laquelle nous avons des lois morales? Parce que nous ne sommes pas si bons pour juger quand un principe doit être transgressé au nom du bien commun. Ainsi, il vaut mieux s'en tenir à ces commandements de base. Je pense aussi que cela fait un bon contrepoint à ce que nous avons déjà dit sur Machiavel. Quand la plupart des gens commencent à lire Machiavel, ils le voient comme un salaud. Puis, quand certains malentendus sont éclaircis, il est facile de tomber dans l'extrême inverse et de se représenter une image idéalisée de lui et de ses idées. Par le passé, j'ai évoqué ce phénomène à propos de la nature humaine, où les gens oscillent parfois entre croire en une nature monstrueuse ou bien douce comme un agneau, tout en laissant complètement de côté des interprétations plus nuancées. De la même façon, nous devons nous méfier du Machiavel agneau, tout comme nous devons éviter le Machiavel dictateur. Pour terminer, je voudrais insister sur ce point. Quel est le véritable héritage de Machiavel et comment devrions-nous l'aborder en lisant son œuvre aujourd'hui? À l'ère moderne, Niccolò Machiavel a atteint une place de choix parmi les grands penseurs. Il fascine les gens. Peu de philosophes suscitent un tel désir d'être découverts. Il semble sombre, mystérieux, gardien de savoirs interdits. Son pragmatisme va à l'encontre de toutes les leçons morales qu'on ne nous a jamais enseignées. Et pourtant, il affirme que c'est pour le bien commun. Pas étonnant donc que ce genre d'idées soit si attirant et séduisant. Normalement, je termine ces vidéos plus longues en expliquant pourquoi je pense que vous devriez découvrir ce livre ou ce penseur en particulier. Mais Machiavel ne nécessite pas ce genre de présentation. Je voulais donc aborder la manière de le lire et les leçons générales qu'il peut nous offrir aujourd'hui. La première chose à garder à l'esprit est que Machiavel écrit toujours dans le contexte de l'Italie de la Renaissance et qu'il poursuit toujours ses propres objectifs. Parfois, ces objectifs sont personnels, comme le désir de retourner à Florence, et parfois idéologiques, comme défendre le républicanisme ou rendre justice à l'histoire de son pays natal. Ensuite, il y a ses objectifs plus larges. Par exemple, il espère voir l'Italie unifiée, même si les recommandations de Machiavel semblent parfois intemporelles. Il est important de ne pas simplement le prendre au pied de la lettre et de considérer que les circonstances ont pu changer. Par exemple, dans un passage célèbre de L'art de la guerre, il prédit que les armes à feu ne joueront pas un rôle vraiment important sur le champ de bataille. Cela a peut-être été vrai pour lui, mais on peut dire que la situation a bien évolué au cours des 500 dernières années. Machiavel se distingue aussi par son refus de systématiser. Bien qu'il existe certaines lignes directrices cohérentes dans son œuvre, il ne cherche jamais à établir un système définitif sur la manière de faire de la politique, et il trouverait probablement cela impossible. C'est tout simplement trop variable. En ce sens, il me rappelle d'autres penseurs qui rejettent également la philosophie systématique au profit d'une série d'observations dont certaines sont liées, mais dont beaucoup tiennent seules. Cependant, malgré toutes ces précautions, bon nombre des idées de Machiavel restent intensément pertinentes ou intéressantes pour nous aujourd'hui, que nous fassions de la politique ou pas. Tout d'abord, Machiavel est un pessimiste pratique, c'est-à-dire qu'il recommande toujours de préparer le pire scénario possible. Il pense qu'un leader devrait supposer que tout le monde est ambitieux et égoïste, car autrement il sera mal préparé face à ceux qui le sont vraiment. Il estime qu'une nation devrait toujours être prête à la guerre, car sinon, si la guerre survient, elle sera prise au dépourvu. Il conseille de détruire complètement ses ennemis vaincus, car même s'il ne reste que quelques-uns pour reconstruire leur pouvoir, ils pourraient éventuellement revenir pour détruire. Il veut qu'un leader soit brutalement pragmatique,
car sinon, cela le mettrait en position de faiblesse face à ceux qui le sont. Parfois, une seule défaite écrasante suffit à anéantir un État entier, voire toute une dynastie. D'une certaine manière, Machiavel est un penseur profondément optimiste, ambitieux quant à ce que l'humanité et les gouvernements pourraient devenir, mais il sait aussi que penser qu'ils le sont déjà est un jeu dangereux, qui conduira rapidement à la chute de ce fou. De plus, Machiavel nous pousse à affronter des vérités inconfortables sur le monde. Il nous invite à remettre en question si nos principes moraux atteignent vraiment ce que nous affirmons, et s'il ne faudrait pas parfois les mettre de côté pour accomplir un plus grand bien. Il nous empêche de nous raccrocher à une moralité inébranlable pour préserver notre propre âme, tout en servant un mal plus grand sur le long terme. Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, Machiavel est le maître du choix du moindre mal et de l'engagement dans une cruauté à court terme pour une bienveillance à long terme. Machiavel était républicain, mais pas particulièrement idéaliste. Il voulait que les citoyens participent à leur propre gouvernement. Mais il pensait aussi que les républiques resteraient stables et prospères en rendant leurs habitants plus loyaux et unis, même si cela impliquait de leur mentir. Il voyait dans l'éducation le moyen d'y parvenir, et dans la culture et la religion les leviers pour le cimenter. Selon lui, pour changer un peuple, il faut modifier ce qu'il considère comme vertueux. Pourtant, il pensait en même temps qu'un souverain devait être suffisamment lucide pour écarter ses vertus quand cela s'avérait nécessaire. Cela mêle en théorie la règle des citoyens à un certain paternalisme, mais il estimait qu'en théorie, cela pouvait allier la détermination d'un gouvernement autoritaire à la loyauté et la fiabilité d'un régime républicain. Ce mélange d'idéalisme et de réalisme brutal est fascinant, et il vaut la peine de réfléchir à la manière dont nous équilibrons ces éléments lorsque nous élaborons notre propre philosophie. Machiavel méprisait la tyrannie, car il la considérait comme le pire des systèmes. Elle divisait tellement l'État qu'il devenait instable et rendait la population misérable, ce qui finit par entraîner son effondrement. Ces critiques des tyrans semblent parfois inhabituelles, car elles abordent l'institution sous un angle pragmatique. Pour Machiavel, plus important que l'immoralité de la tyrannie est le fait qu'elle ne fonctionne tout simplement pas. Cette obsession pour ce qui fonctionne pratiquement, ici et maintenant, imprègne la pensée de Machiavel. Pour lui, vous pouvez passer votre temps à écrire tous les traités sur la vertu que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas obtenir et maintenir le pouvoir, autant les brûler. De même, vous pouvez être le roi moralement parfait, mais si cela entraîne votre ruine et celle de votre peuple, quel en est l'intérêt? Le conseil de Machiavel n'est pas destiné aux personnes malveillantes pour qu'elles puissent déchaîner leurs horribles desseins sur le monde, mais pour que ceux qui ont vraiment à cœur les intérêts du peuple puissent endurer, survivre et prospérer dans un monde peu scrupuleux, égocentrique et avide d'ennemis. C'est pour enseigner aux bons dirigeants à être suffisamment malins pour ne pas tomber proie aux serpents du monde et savoir comment utiliser les ruses des malfaiteurs contre les malfaiteurs au bénéfice de leurs propres citoyens. Cette dernière partie est cruciale, car toutes les œuvres de Machiavel reflètent une profonde préoccupation pour le peuple d'une nation. Il pense que nous avons tous un devoir de protéger, d'abriter et de défendre nos sociétés, et de travailler ensemble pour le bien de tous au sein de ces sociétés. Chaque fois qu'il recommande à quelqu'un de faire quelque chose apparemment immoral, c'est presque toujours parce qu'il pense que cela servira leur peuple sur le long terme. C'est la fin vers laquelle tout le reste converge. Le rôle du dirigeant est d'assumer les péchés nécessaires de la gouvernance, en sacrifiant même sa propre conscience pour le bien commun. Pour Machiavel, un leader doit traiter ses citoyens comme une famille, à la fois dans le sens animal et tribal de préférer leur bien-être à celui des autres, mais aussi dans le sens plus noble de les placer d'abord dans toutes les décisions et de les protéger à tout prix. Alors peut-être devrions-nous réviser notre définition de Machiavelli. Plutôt que de désigner un comploteur égoïste, peu fiable et immoral, cela devrait peut-être signifier quelqu'un qui est prêt à renoncer à tout, même à sa moralité personnelle, si cela permet d'éviter la destruction de sa communauté et de promouvoir le bien-être des personnes dont il a la charge. Machiavel n'a pas un système éthique universel qui implique tout le monde de cette manière. Il est encore très en conflit avec la plupart des moralités modernes, mais il n'y a rien qu'il méprise plus qu'un dirigeant qui agit uniquement pour lui-même. Ne considérons donc pas ce politicien florentin comme un simple enseignant du mal, mais plutôt voyons-le pour ce qu'il est, un penseur unique
avec des préoccupations uniques qui ne s'accordent pas bien avec aucune forme d'éthique moderne, mais qui a aussi beaucoup à nous apprendre de ses nombreuses années d'études approfondies et de services dévoués, tant que nous gardons un œil critique sur les points où nous pouvons être en désaccord avec lui. Mais si vous voulez un contraste complet avec les vues de Machiavel, regardez cette vidéo pour en apprendre davantage sur le roman phénoménal de Dostoïevski, L'idiot. Comment le système moral d'un homme a entraîné la destruction de ceux qui l'entouraient, et si cela en valait vraiment la peine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite une merveilleuse journée.